Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale. Je suis en compagnie de Delil, qui est un entrepreneur en immobilier. Il est même millionnaire depuis 7 ans en immobilier. Il a à l'heure actuelle 2 laveries, 15 biens immobiliers et il est conseiller agréé à l'AMF. Merci. Et aujourd'hui, il va nous raconter son histoire. Let's go. Donc déjà pour commencer, dis-moi qui es-tu, où t'es né et voilà. Mon histoire quoi en gros. C'est ça. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation Avec Louise. plaisir. Je suis ravi d'échanger avec la jeunesse. L'objectif en tout cas de ce podcast, de cette émission, ça va être d'apporter un maximum de valeur, donc restez jusqu'au bout. Pour faire très court mon histoire, j'ai 37 ans, je suis né pas très loin d'ici, à la Grande Pâture, fils d'immigrés politiques, on va dire, d'origine kurde. Je suis le dernier d'une fratrie de 3 enfants, le seul garçon, donc un petit peu gâté. Donc voilà, j'ai eu une enfance, je dirais, joyeuse. À l'époque où il n'y avait pas Internet, on était pas mal dans la rue. Moi, je traînais beaucoup dans les champs, les cabanes. Donc voilà, d'un point de vue naissance, donc je suis né en France. Okay. Les origines kurdes. Donc je dirais ces origines-là, avec le temps, avec le recul, j'ai compris d'où vient ce besoin de liberté financière certes, mais liberté totale, parce que là-bas au pays, ce qu'il a fui mon père, c'était qu'il n'avait pas cette liberté, notamment cette liberté de parole, de dire ce qu'il pensait. Oui. Sa langue maternelle, il pouvait pas l'utiliser. Donc j'ai compris pourquoi moi personnellement, j'avais besoin d'entreprendre et d'être totalement libre. D'accord, donc tu vas nous raconter ça petit à petit, mais du coup pour commencer, t'as fait quoi comme études ? Alors moi l'école ça a été compliqué par rapport à ce que j'ai dit. Mes parents ils parlaient pas forcément bien la langue, donc les devoirs on les faisait pas à l'école, mais j'ai toujours eu cette facilité de mémoire, d'avoir facilement des bonnes notes. Mais l'école, ça n'a jamais été mon truc. J'étais souvent au fond de la classe et j'étais celui qui faisait rire la galerie. Donc en termes d'études, dès que j'ai fini la 3e, je suis allé voir la conseillère d'orientation et je lui ai dit que je voulais faire fauconnier. Je sais pas si tu connais. Avec les faucons ? Ouais, voilà, c'est ça. Si. Pas les vrais cons, les faucons. Non, ouais. si, je vois. Donc, ils m'ont dit à l'époque, c'était les francs, 10 000 francs. On n'avait pas les moyens. Donc, ils ont dit, dans ce cas-là, on va te mettre dans un BEP compta. Donc, j'ai fait un BEP comptabilité que j'ai obtenu. À la fin du BEP, je suis allé voir mes parents et j'ai dit, moi, je veux arrêter l'école. Ils m'ont dit, ok, tu vas aller en maçonnerie avec ton père. Donc je suis allé 2 mois en maçonnerie, je me rappelle c'était en 2006, tellement ça m'a traumatisé, je me rappelle. J'ai fait manœuvre, tu sais, je servais deux maçons en plein été pendant la Coupe du Monde, pendant que mes potes étaient en vacances. Ok, j'ai gagné de l'argent, mais j'avais plus de vie. J'étais capoute chez capoute. donc voilà ma première expérience. J'ai dit je vais reprendre l'école. J'ai continué jusqu'à un bac pro commerce que j'ai obtenu. Ensuite, après le bac pro commerce, j'ai commencé la vie active. J'ai commencé à travailler en tant que téléconseiller dans un centre d'appel. Okay. Donc au téléphone toute la journée, les bips, c'est moi qui te vendais du Canal+. Ah non, trop jeune. Si, je regarde. Non, mais je vendais les abonnements Canal+. Je travaillais pour la SNCF indirectement. Okay. Bref, plusieurs compagnies qui faisaient appel à ce centre d'appel pour des appels entrants ou sortants. Je me suis dit, ça va être provisoire, le temps de trouver autre chose. Le provisoire a duré 2 ans, mais ça pouvait pas durer. Donc là, j'ai repris les études de mon plein gré. Ok. En alternance. Donc j'ai fait un BTS d'attaché commercial en alternance avec le Crédit Agricole, que j'ai obtenu aussi. À la suite de ça, ça a duré 18 mois, 2 tiers du temps en entreprise, 1 tiers à l'école, ou l'inverse, je sais plus. Et chômage, donc chômage pendant 10 mois, parce qu'ils m'ont pas gardé. Au bout de ces 10 mois-là, j'ai trouvé un job en tant que conseiller technico-commercial dans le bâtiment. Je faisais du porte-à-porte, donc de la vente... D'accord. De la vente pure. Donc pendant cette activité-là, j'ai créé aussi en parallèle une boutique e-commerce
Ok, t'as fait du commerce. Ouais, voilà. Je suis l'un des premiers. Donc, qui s'appelait Les Robes d'Émilie. On partait au Sifa, c'était un quartier chinois c'était immense. On partait se fournir. Et je venais avec la marchandise. J'avais une modèle qui était Miss Nièvre à l'époque. On faisait un shooting photo. Ma compagne faisait les descriptifs. On vendait. Et à l'époque, je m'étais formé aussi qu'il fallait choisir une niche. J'ai choisi les robes parce que je savais que les dames consommaient beaucoup plus que les hommes. C'est toujours à l'heure actuelle pareil. Ouais. Les femmes consomment. Je sais que ma compagne, elle a un budget SAP tous les mois. Oui. Alors que moi, j'y vais, j'achète tout d'un coup, je vais être tranquille 6 mois, 1 an, quoi. C'est la meilleure niche. Et t'as chiffré du coup Ouais, j'ai chiffré. J'avais fait, je crois que c'était les euros déjà, 2000 euros en très peu de temps. Donc ça s'est plutôt bien développé. C'était les premiers sous, donc finalement. Voilà, c'était les premiers sous. J'avais commencé à rentabiliser la formation que j'avais payée. Okay. Donc c'était une formation physique. J'étais allé dans le sud. C'était quelqu'un qui s'y connaissait. Donc, okay. Donc voilà. Il m'avait accompagné sur le logo. J'avais fait avec PrestaShop à l'époque. Okay. Shopify n'existait pas. Et donc j'ai eu une décision à prendre à un moment donné parce que c'était très chronophage. On vendait, on avait même pas un 40 mètres carrés, on avait plein de sable partout. On vendait, on devait trouver le modèle, l'emballer. Même si j'avais la carte pro à la poste, on devait patienter à la poste, poster. Avec mon boulot de commercial, ça pouvait plus durer. Et on m'a proposé, en tant que salarié de commercial, d'évoluer, de créer une succursale en Haute-Normandie. Et donc j'avais un challenge personnel, soit j'arrêtais le salariat, ou soit je continuais avec le site internet. L'entrepreneuriat. Voilà. Je me suis dit, je vais arrêter l'entrepreneuriat, je vais choisir la sécurité, je vais partir d'ici, même si je suis très famille, et là-bas aussi j'ai toujours de la famille, je me suis dit, voilà, je vais rester proche des miens. Et on m'avait mis en concurrence avec une autre personne, en disant celui qui fait plus de chiffres en 3 mois passera directeur de cette agence-là. Donc moi, charbon sur charbon. Challenger. Voilà. Donc au bout de 3 mois, j'étais celui qui avait fait le plus de chiffres. Je vais voir le boss, je lui dis comment on fait quoi, comment ça se passe. Donc là, ils ont parlé chinois, comme on dit, même si j'ai rien contre les frères chinois. Et entre-temps, j'avais un ami qui m'avait dit viens en tant qu'assureur, je suis sûr que tu vas cartonner, etc. J'ai dit non, moi j'ai une opportunité. Et vu que voilà, ils n'avaient pas tenu leur engagement, j'ai rappelé mon pote, j'ai dit vas-y, en fait, je suis chaud à rencontrer ton boss et voir si ça le fait. Et dans la semaine, j'ai reçu un coup de fil en disant j'ai envie de vous rencontrer. Donc de Haute-Normandie, je suis allé à Auxerre. On a fait un premier entretien qui a duré un certain temps. Le contact est bien passé. Un second entretien et au final ils m'ont pris et j'ai arrêté le métier de conseiller technico-commercial dans le bâtiment. Et je suis devenu assureur à la suite de ça. Ok, donc après ça, t'es devenu assureur. Voilà. Et ensuite, du coup, t'as fait quoi ? Assureur chez la 3e plus grosse compagnie d'assurance. Je travaillais pas avec les agents généraux. En fait, dans le monde des assurances, tu as 3 canaux de distribution. D'accord. Tu as les courtiers, tu as les agents généraux et tu as le réseau salarié. Moi, j'étais dans le réseau salarié, je traitais avec le siège social, j'étais itinérant et j'allais chez les gens. D'accord. Donc ça permettait d'avoir des bons revenus. Par contre, voilà, on se déplaçait des kilomètres, on passait beaucoup de temps. Et du coup, donc, je partais chez les gens et je vendais directement à domicile. Ça a été très, très formateur. Ça a duré à peu près 2 ans. Et en fait, c'est à cette époque-là où je suis devenu papa. D'accord. Et ma fille, au bout de quelques jours, elle a chopé une bronchiolite. Elle est tombée malade, elle est repartie à l'hôpital. Ma compagne, pendant ce temps-là, faisait un baby blues. Je sais pas si tu sais. Si, je connais. Voilà, oui. C'est une dépression flash. Oui. Et nous, à l'époque, on avait 14 jours de congé paternité. Aujourd'hui, c'est 21. Mais au bout de 14 jours, repartir bosser, vendre des assurances, autant te dire que j'avais pas du tout envie. Et donc, c'était une semaine. En fait, nous, en début de semaine, le chef nous appelait. En fin de semaine, compte rendu de ce que tu as fait, tu vois, du chiffre, etc. Donc là, j'avais rien fait. Et donc stressé et tout ça à gérer, tout tombe dessus, une seule source de revenus, il faut assumer ses responsabilités, je suis propriétaire, maison, charge, etc. Tu vois, tu te mets la pression. Et donc le samedi, je me rappelle, je fais une sieste et je me réveille, je vois plus rien d'un œil. Donc burn-out, quoi, tu vois. Et donc en gros,
Pour faire très court, hein, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée. Ok. Et voilà. En gros, cette maladie, ça a été game changer, déclic, parce que je me suis dit comment j'en suis arrivé là. Et c'est là que j'ai commencé. J'étais en arrêt de travail. En arrêt de travail, heureusement, j'avais une prévoyance qui me permettait d'avoir un maintien de salaire. Donc, à l'époque, je gagnais en moyenne 4 000 € par mois, donc je les avais toujours. Et en plus de ça, avec mon crédit immobilier, j'avais mon crédit qui était payé. Donc, au final, un mal pour un bien. Oui. Donc, ça a mis du temps. Au bout de 10 mois, je me suis fait opérer à Dijon. Tous les mois, j'y allais. Je suis même allé à Paris. Je savais pas d'où ça venait. Normalement, ça arrive à la naissance, ce genre de choses. C'est congénital. Okay. Mais moi, c'est arrivé en cours de vie. Donc, au final, ils sont partis sur le fait que c'était le stress. Tu vois, quand je leur ai expliqué comment c'est arrivé. Et donc, c'est là que j'ai commencé toute cette transformation. Tout ce qui est développement personnel, je voulais tout savoir, tout comprendre sur moi-même, mais sur le système en général. Pourquoi t'en es arrivé à... Voilà, d'où le fait d'avoir passé cet agrément à l'AMF, Autorité des marchés financiers, qui est pas facile à obtenir. Ça permet de comprendre d'un point de vue personnel. Déjà, moi, je veux le faire pour moi. Ce que je fais pour moi, je le propose à mes accompagnés, à mes élèves, aux personnes que je coach. Ce que je fais pour moi, je le propose aux autres. D'accord. Voilà, parce que la plupart du temps, quand tu vas voir ton banquier, conseiller ou ce que tu veux, il te propose des choses que personnellement il a peut-être pas fait lui-même, mais parce qu'il est objectivé, c'est des commerçants commerciaux, ils veulent vendre, atteindre leurs objectifs pour être bien vus, bref, pour manger quoi. Tu vois. Mais t'as même créé un livre, non? Voilà, c'est dans cette période-là, en fait, j'avais un peu de sous de côté, etc. Je me suis formé, des livres, en veux-tu, en voilà, j'en ai lu. Et quand je voyais ou je lisais quelque chose qui me parlait, je l'écrivais, en fait. Et c'est des mini-synthèses qui parlent, par exemple, de la peur, de la procrastination, des croyances limitantes, de tout ce qu'on voit aujourd'hui autour du développement personnel. Donc tout ça, je l'ai écrit pour moi. Et après, voilà... Tu l'inculques à tes élèves lors du coaching, etc. Voilà, ça c'est la base de la base. Parce que quand on veut investir ou entreprendre, le mental, c'est le plus important. Il y a des règles, il y a des principes, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau investissement. Il y a des principes qu'il faut comprendre, accepter. Et ensuite, tu travailles autour. Il y a un socle, si tu préfères. Et après, il y a le caractère, la personnalité, où on est né, d'où on vient, est-ce qu'on a les finances, est-ce qu'on a le temps, est-ce qu'on a la connaissance. Et en fait, c'est du cas par cas, c'est du sur-mesure que je propose. C'est pas un programme tout fait. Oui, c'est pas comme on voit partout, quoi. C'est ça. Vraiment... Moi, ça commence par un audit. J'évalue le temps, l'argent, les connaissances qu'ils ont. Aussi le mental. Si je vois qu'ils ont pas le mental, je leur dis déjà va lire mon bouquin et reviens vers moi. Donc je les envoie et je suis pas dans le forcing. C'est des gens qui ont déjà eu un malheur ou un déclic ou quelque chose. Je suis pas là pour créer le besoin en fait. Je suis là pour accompagner des gens qui ont envie de s'en sortir, qui ont l'énergie pour et qui se disent stop, j'en ai marre. Donc et qui se retrouvent à travers ma personnalité, qui me font confiance. La confiance c'est super important. Et je leur fais une journée vie ma vie. Ils viennent ici, je les héberge dans mon Airbnb, ils regardent, ils me posent leurs questions. Il y a aussi c'est du sur mesure, mais il y en a ils veulent aussi que je vienne avec eux en rendez-vous, en visite. S'ils veulent que je vienne avec le banquier, voilà. En fait, l'idée c'est que ce soit des éponges, ils s'imprègnent et après qu'ils volent de leurs propres ailes, quoi. D'accord. Tu m'as dit Airbnb, du coup, tu as une conciergerie. Tu peux nous en dire plus, comment ça se passe et comment surtout c'était venu cette idée-là, en fait? Bien sûr, bien sûr. En fait, j'ai commencé par acheter un terrain, construire une maison avec mon père, qui était maçon de métier. Voilà, donc l'autoconstruction, aujourd'hui, c'est eux qui vivent dedans. En termes d'investissement et de cash flow, c'est pas le mieux. Ça prend du temps, etc. Même si j'ai réduit un max les coûts, je suis allé me fournir à l'étranger, bref. Le nerf de la guerre, c'est à l'achat. Et ensuite, j'ai enchaîné par des vrais investissements qui rapportent, que je conseille. C'est une acquisition à 110%. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle un prêt à 110%. J'ai acheté 2 premiers appartements. D'accord. Donc, il y en avait un, il y avait déjà une locataire, une autre où j'ai rénové et que j'ai mis une locataire dedans. Entre-temps, j'entendais parler du Airbnb. Pendant que j'étais en train de rénover celui-ci, mon objectif c'était de monter en gamme, donc je suis parti sur un immeuble de rapport. Et donc c'est quoi? Un immeuble où j'ai 6 appartements
D'accord. Voilà, donc j'ai signé. Ensuite, dans un des appartements qui était vacant, j'ai fait des travaux, j'ai meublé. Et j'ai dit, vas-y, je vais tester le Airbnb, j'en entends parler. Et entre-temps, voilà, j'étais en parallèle, investissement perso et pro, j'étais courtier à cette époque-là. On n'en a pas parlé, mais on pourra en parler. Et j'avais un gars qui avait une conciergerie à Fontainebleau et je voyais des chiffres. Je dis, attends, mais ça marche aussi bien. Et donc, j'ai testé, j'ai vu que ça marchait. Et j'ai ouvert ma conciergerie. Je dis, ce que je fais pour moi, il faut que tout le monde le fasse, quoi. Incroyable. Voilà. Donc après, à chaque fois qu'un locataire est parti, j'ai rénové et j'ai mis en Airbnb. Et c'est ce qui m'a permis de me libérer financièrement. D'accord, donc courtier, on va revenir à ça. Donc, tu as fait ça pendant combien de temps, mais Alors, comment tu as eu cette idée? En fait, vu que j'ai travaillé en banque, en assurance, dans le bâtiment, okay. Je voulais plus être au service des entreprises, je voulais être au service, ce que je fais aujourd'hui aussi, des clients, des personnes que je coach, vraiment être au service des consommateurs, si tu préfères. Et donc, courtier, tu fais l'intermédiaire entre les personnes qui ont un besoin et ceux qui répondent à ce besoin-là. Et donc, en tant que courtier, tu as différentes catégories de courtiers. Tu en as qui se font payer et par les banques ou les assurances et par le client. Moi, je me faisais payer que par le client. Comme ça, j'avais pas le cul entre deux chaises. D'accord, donc, je représente, connais pas du tout. En bref, la personne à qui je rendais compte, c'est au client. C'est pas la banque, c'est pas l'assurance, parce qu'elle ne me paye pas. Tu vois? T'as capté? On appelle ça conseiller indépendant. Donc j'étais indépendant des organismes. Et donc quelqu'un vient me voir en disant j'arrive pas à obtenir mon prêt, est-ce que tu peux m'aider? Donc je regarde, j'analyse, je dis il faut faire ça, 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 ça. Au bout de 3 mois, si tu fais ça, reviens me voir et donc là tu pourras l'obtenir. Et il y a des conditions avantageuses, que ce soit sur le taux, les frais de garantie, ça s'appelle hypothèque, caution, peut-être que ça te parle pas. Si, j'ai un master en droit immobilier, donc je m'y connais un petit peu. Et donc, en fait, on fait le ping-pong sur les organismes, les assurances, mais au bout d'un moment, ça m'a saoulé la relation, et donc maintenant, je fais que du coaching. J'apprends aux gens à le faire. Stoppé, ouais, voilà, ils le font eux-mêmes. Voilà, je leur dis comment faire, si c'est bien, pas bien. Voilà. Ok, et au niveau de ta conciergerie, du coup, tu as eu plus de 70 biens immobiliers? Oui. Et à l'heure actuelle, t'en as combien? Là, j'en ai une trentaine. J'en ai eu 70 parce que voilà, c'était beaucoup de taf. Moi, j'entreprends pour la liberté. Et ce qui m'a fait encore une fois un déclic, c'est le jour de mon anniversaire. Mon père subit un AVC. Il est héliporté à Dijon. Et donc, voilà, moi, c'est une entreprise familiale aussi. Tu vas parler des laveries, mais on fait ça en famille. Ouais. Et je savais tout de suite que j'aurais moins de temps, mes parents, ils seront pas derrière moi, quoi. Et voilà, là, ils viennent se faire opérer, il est en convalescence, etc. Donc là, je gère tout seul. Et dès que j'ai appris ça, mon plus gros client, je lui ai dit concrètement, écoute, il m'est arrivé ça. Je pourrais pas continuer. Je te laisse le temps qu'il faut pour trouver une autre solution. Et donc, je fais marche arrière. Je veux me libérer du temps pour être auprès de ta famille. Voilà, tout à fait. C'est une super preuve. C'est l'intérêt de la liberté financière, c'est l'intérêt de l'entrepreneuriat, c'est de travailler avec qui on veut, quand on veut, d'où on veut. Si le souhait c'est d'être géographiquement libre, c'est possible selon le métier. Pour moi, c'est ça la grande force de l'entrepreneuriat. Parce que si on n'est pas motivé, il y a des challenges quotidiens, on va vite abandonner, quoi. Voilà, il faut être fort mentalement. Et moi, malheureusement, j'ai attendu de vivre un malheur pour avoir ce mindset-là. Souvent, c'est... voilà, c'est soit le plaisir, soit le malheur qui nous pousse à entreprendre ou à investir, quoi. Le plaisir d'avoir une belle voiture, belle maison, mais souvent, il faut un déclic. Déclic, voilà. C'est ça. Ok. Et tu as des laveries, du coup, à côté de ta conciergerie? Ouais, en fait, quand j'ai ouvert ma conciergerie, j'avais un bureau en centre-ville de Nevers, j'étais locataire. Et il y avait une laverie à côté, donc je faisais mon métier de courtier, plus j'avais le linge derrière, je l'emmenais à la laverie, ça coûtait cher, plus je payais un loyer, tout ça, donc je voyais tout cet argent qui sortait et je me dis, non mais attends, il faut que je trouve un lieu où je peux créer une laverie à moi, je me verserai un loyer à moi, et je pourrais travailler dans ce lieu, tu vois. Et donc j'ai cherché, au bout d'un moment j'ai trouvé, ça a mis 1 an, et voilà, j'ai fait les travaux, j'ai créé un café laverie. Oui, j'ai vu. Tu peux un peu expliquer le concept? C'est un espace laverie
voilà, avec ce même objectif qui est toujours le cas, où je peux laver mon linge, la mouche, où je peux laver mon linge. Et à l'arrière, tu as un espace café avec du bon café en grains, de quoi grignoter un petit bout, Wi-Fi, imprimante. Et pendant ce temps-là, je peux bosser. Et voilà, il y a des... C'est ouvert au public? C'est ouvert au public, l'espace café, quand je suis là. Tu vois, je l'ouvre quand je suis là. J'ai pas mis d'horaire, je viens quand tu vois, la liberté. J'essaie d'être un maximum de temps. Mais c'est super. Il y a une terrasse, voilà, il y a un store-ban, il y a une ambiance à la cool, tu vois. Donc, dès que j'ai un peu de temps libre, bah, je bosse sur mon business. Et voilà, donc, novembre de l'année dernière, j'ai ouvert la seconde laverie. Là, t'en as 2 du coup actuellement? Ouais, là j'en ai 2. Et les 2, elles tournent. Enfin, on va parler un petit peu chiffres. Ouais. Quelle est l'activité qui t'a le plus fait chiffrer, si c'est pas indiscret? Bah là, en fait, la conciergerie, elle possède les 2 laveries. C'est la même entité. D'accord. Donc en termes de chiffre d'affaires, on a généré 150 000 euros de chiffre d'affaires l'année dernière. J'aurais gardé tous les biens en gestion, je serais à 250 000 à peu près. Mais voilà, j'ai décidé de diminuer la cadence, 150 000 plus mes investissements perso. On est à peu près, chiffre d'affaires global sur mon écosystème à 250 000 à peu près à l'année. Donc les personnes que j'accompagne, je leur fais une promesse, c'est d'atteindre cette liberté personnelle, donc gagner l'équivalent de leur salaire grâce à leurs investissements et à ce concept-là en 12 mois. Et ce chiffre d'affaires-là en 24, 36 mois, ça dépend de leur point de départ. S'ils partent avec 0 de capital, ça va être un peu plus difficile que s'ils partent avec 50 000, 100 000. Donc, pour toi, faut partir. C'est quoi le l'idéal, minimum? ce serait avec 50 000. Si tu as 50 000 de côté et que tu dis, moi, je veux plus du salariat, je veux des revenus passifs, gagner l'équivalent de mon salaire, ça va être l'autoroute vers la liberté financière, j'appelle ça, plutôt que le gars qui a 0 connaissance, 0 argent de côté. Je vais lui dire, écoute, mon pote, prends un job de salarié, mets 20, 30, 40, 50% de côté tous les mois, serre-toi la ceinture, et dès que tu auras atteint un minimum, je vais aller au moins 20 000 de côté, là on pourra jouer sur les 3 piliers, tu vois. C'est, pour toi, les 3 piliers, c'est quoi? L'immobilier, l'entrepreneuriat et l'investissement financier. Épargne, bourse, appelle-le comme tu veux. Donc toi, tu touches à ces 3 piliers. Exactement. Et tous tes élèves, tu les coaches sur ces 3 piliers? Non, c'est du sur-mesure. Admettons que une personne, allez, on va dire le client idéal, l'avatar, ce qu'on appelle l'avatar. L'avatar client. Le gars, il vient et dit, c'est bon, j'en ai marre, je veux suivre ton programme et je veux faire exactement comme toi. Conciergerie, ça m'intéresse. Laverie, ça m'intéresse. Immobilier, ça m'intéresse. Parce que je l'ai pas dit aussi, je fais aussi de la transaction immobilière. Je suis aussi mandataire immobilier. Multifonction. Voilà. Non, mais super intéressant. Et donc, du coup, je vais lui dire, écoute, bah, moi, j'ai fait comme ça. On va commencer par investissement perso. Donc, un petit appart ou 2. On va rassurer le banquier. On va faire du cash flow. Je vais t'expliquer comment trouver les bonnes affaires. En parallèle, tu vas créer ta boîte. On va faire de la conciergerie en sous-location ou en gestion directe. Donc, tu as plusieurs formules qui permettent avantages et inconvénients. Donc, je ne vais pas rentrer tout de suite dans le détail parce que sinon, on va en parler pendant des heures. Une fois que tu auras ta conciergerie avec 10, 15, 20 biens, là, on va chercher un local pour une laverie. Et cette laverie-là, on peut rajouter des services. Je fais aussi de la conciergerie d'entreprise. Il y a des entreprises qui me déposent du linge, on peut le laver. Je fais aussi de la conciergerie d'entreprise pour une foncière, avec laquelle elle m'a confié la gestion de ses locataires. Bref, il y a une panel de revenus qu'on peut avoir qui peuvent permettre de se libérer tout simplement. D'accord. J'avais une question, pour toi, pour commencer. C'est quoi la chose, on va dire, la plus facile, même si rien n'est facile dans le business, mais pour avoir le plus de cash flow dans un premier temps? Admettons que tu me dises, moi, voilà, je pars de 0, j'ai pas un copec. Je vais te dire, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, tu peux faire des multiples assez conséquents. Donc, je vais te dire, on va commencer par rapport à moi, ce que je connais. Sauf si tu as une idée de business, tu vois, et que j'y crois et que je connais, je vais te coacher là-dessus. Sinon, je vais te dire, le plus simple, c'est la conciergerie. T'es intermédiaire entre une personne qui a un appartement, un voyageur qui veut louer, et donc toi tu le prends en gestion et tu prends ta commission. Donc t'as juste à créer une entreprise et t'as pas besoin de faire de crédit, etc.
Donc, Oui, c'est le plus simple. voilà, tu peux faire du x2 et donc tout ce que tu vas générer, on a la chance d'être en France. Si tu as déjà bossé, tu auras de l'ARE, de l'allocation retour à l'emploi, donc pendant 15 mois, 18 mois, tu auras France Travail, anciennement la NPE, qui te versera un salaire. Ah oui, je me demandais de quoi tu parlais. Oui, Voilà. France Travail. Voilà, on a Ok. cette possibilité-là d'être tranquille pendant 12 mois, 15 mois, et de pouvoir ce qu'on appelle bootstrapper. C'est-à-dire tout ce qu'on génère en bénéfice, on le réinvestit. Tu vois, effet boule de neige. Ok. Voilà. Donc l'idée, ça va être d'avoir un maximum de biens en gestion. Il y a des techniques pour aller chercher ces biens-là de propriétaires, soit en sous-location, soit en gestion classique. Et après, tu économises et voilà, le capital monte. Moi personnellement, tout ce que je génère avec mes business, soit je le réinvestis dans le business, soit je fais un apport avec ma holding pour acheter des biens immobiliers. Voilà. C'est tout un écosystème, une stratégie patrimoniale. On va pas rentrer dans le détail, ça dépend des personnes. Mais voilà, je te conseillerais ça si tu pars de zéro. D'accord. Et Voilà. tu as des projets là pour l'année 2026? Non, là, je suis en mode consolidation. Des projets, j'en ai toujours. Je visite toujours. Je suis toujours à l'affût des bonnes opportunités pour moi ou pour mes clients. Et voilà, je la saisirai. Mais avant de saisir les opportunités, je regarde le prix à payer en termes de temps et d'énergie. Ouais. Parce qu'en ce moment, voilà, je t'ai dit par rapport au côté familial, la maladie de mon père, etc. J'ai des ambitions personnelles. Là, cet été, j'aimerais aller au Bled pour 2-3 projets là-bas. Mais là, en termes d'investissement, pas sûr. Mais après, tout peut arriver, on ne sait pas. On sait pas. J'essaie de faire un investissement par an. J'en ai fait un l'année dernière. C'était un immeuble. Il y avait 5 lots. donc super, voilà. ouais, parce que tu es millionnaire. Voilà, en t'as termes. mis 7 ans? C'est ça, 7 ans pour atteindre. J'ai commencé avec un terrain, une autoconstruction, une maison. Ensuite, 2 appartements, un lot de 2 appartements. Donc une transaction pour 2 appartements. Ok. Ensuite, un immeuble avec 6 appartements. T'es monté crescendo en fait. Voilà, un local commercial. Ensuite, un autre immeuble avec un local commercial et 4 appartements. Et donc, plus le temps passe, plus tu t'enrichis parce que le crédit s'amortit, c'est les locataires qui te payent ton loyer. En plus de ça, tu as du cash flow qui te permet de vivre. Finalement, Voilà, au final, tu utilises tous les leviers pour pouvoir être serein à la retraite si tu le souhaites, si ton objectif c'est la retraite, ou les études des enfants. Moi, ma fille, elle a 10 ans. Je me dis, dans 8 ans, si elle voudra faire de grandes études, c'est hors de question que elle fasse un job à McDo ou ce que tu veux, tu vois. En fait, tout ce que j'ai pas eu, j'ai envie de le donner à ma fille. Tu vois, je veux pas d'autres gosses, mais tout ce que je fais, c'est pour elle et pour moi. Hein, on va pas se le cacher, quoi. Oui. D'accord. Voilà. Donc, où j'en suis aujourd'hui. Ok. Et si on veut faire un coaching avec toi, comment ça se passe? On mettra le lien. J'ai un calendrier. Donc, le premier coaching est offert. Donc, c'est un audit patrimonial, fiscal. Voilà. Moi, je suis tenu par le secret professionnel. Toutes les infos que je prends, elles restent entre nous. Mais j'ai besoin d'avoir une photographie précise de qui tu es, combien tu gagnes, quel est ton patrimoine, où est-ce que tu souhaites aller pour faire ensuite mon audit. Dans l'audit, je te dis moi à ta place, plan A, j'aurais fait ça, pourquoi je l'aurais fait, plan B, etc. Donc ça, c'est gratuit. Déjà, ça a une valeur de dingue parce que la plupart des conseillers en investissement financier le facturent des fois jusqu'à 5 000 €. Et la personne, après je lui donne. Et si elle revient vers moi, elle dit en fait j'aimerais que là aujourd'hui il y en a un qui m'a contacté, il m'a dit en fait j'aimerais que tu me donnes ton avis sur un bien, j'aimerais que tu visites avec moi, etc. C'est sur devis, c'est du sur mesure. Après sinon il y a ce qu'on appelle du membership, c'est un abonnement mensuel et ils ont accès à moi, à mon agenda quand ils le souhaitent. 2 fois par mois, ils ont accès à moi. Donc visio, on échange sur leurs besoins, leurs problématiques, on fait une analyse s'ils le souhaitent, étude de marché s'ils le souhaitent, peu importe leurs besoins, je suis disposé à leur répondre. Et après, tu as ceux qui veulent la formule complète, donc je les accompagne pour le côté personnel immobilier, donc pour qu'ils deviennent millionnaires immobiliers, et aussi leur conciergerie, et aussi la laverie. Donc ça, c'est vraiment le pack complet. Mais pour ceux qui prennent ça, ils viennent ici, je les héberge. Oui, c'est ce dont tu m'as parlé. Voilà, le vie, ma vie. Voilà, ils viennent ici, je les héberge, je leur montre. 48 heures, ils prennent le temps. Après, je vais chez eux.
Je vais avec eux, je les accompagne. C'est Voilà. jamais vu ça par contre. Pour moi, il y a rien de mieux que l'immersion, qu'ils viennent, qu'ils se rendent compte, qu'ils s'imprègnent, qu'ils posent leurs questions, qu'ils regardent physiquement. On va dans les Airbnb, ils regardent les collaborateurs, ils regardent comment je fais, ils regardent tout. Et après, ils se disent, moi, je suis capable, je peux le faire, quoi. Et je suis pas plus intelligent que toi, je suis pas plus intelligent que l'autre. J'ai la chance d'être né avec tous mes neurones, tous mes membres. Et si un autre l'a fait, je suis capable de le faire, quoi. Oui, voilà. Je pense que donc, juste la détermination. Pour tout le monde, hein, en vrai. C'est juste travailler sur le mental, on en a parlé tout à l'heure, sur les peurs, les croyances, d'où tu viens, ouais, c'est ça. Pourquoi tu penses ça, et est-ce que tu es sûr que ce que tu penses c'est la vérité? Est-ce que ça vient de toi ou est-ce que ça vient de tes parents, de tes éducateurs? En règle générale, les gens quand ils se remettent en question, ils se rendent compte que ça vient pas d'eux, quoi. Ça vient de soit des traumas qu'ils ont vécu, voilà, on n'est pas tous nés sous la même étoile, et l'idée c'est de comprendre pour pouvoir faire des choses à son service, quoi. Et au niveau de toutes les personnes que tu as coachées ou que tu as pu rencontrer dans ta vie, c'était quoi un peu leurs pensées par rapport au business? Est-ce qu'elles avaient des pensées limitantes? Et toi aussi, ça m'intéresserait de savoir ton mindset du début comparé à maintenant. Ok, intéressant comme question. Je vais essayer de répondre le plus juste possible. D'abord, pour moi, au niveau du mindset, avec le recul, j'ai toujours été entrepreneur. J'ai voulu me mentir à moi-même parce que mes parents, pour eux, déjà, ne pas être en maçonnerie ou dans la restauration, être assureur, c'était wow! Et tu vois, donc, les rendre fiers, et tu gagnes 4 000 € par mois, alors qu'en maçonnerie, je galérais, je gagnais beaucoup moins. Donc, pour moi, j'avais réussi, mais en fait, non. Donc ça, c'est la première chose. J'ai toujours été entrepreneur parce que je t'avais dit, le site internet, et quand j'étais gamin, je vendais des trucs à gauche, à droite. J'ai toujours aimé gagner de l'argent, et l'argent, je la repousse pas. Je dis pas que, en gros, les riches sont tous mauvais. C'est pas les riches qui sont mauvais, c'est l'argent qui va décupler ta personnalité. Si t'es une bonne personne, l'argent te rendra encore meilleur. Si t'es une mauvaise personne, l'argent te rendra encore moins bonne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en gros, moi, j'ai toujours été comme ça. Entrepreneur dans l'âme, un peu kamikaze. J'ai pas peur de faire du all-in ou d'expérimenter des choses. Là, avec le temps, depuis que je suis papa aussi, je prends un peu plus de recul, un peu plus de sagesse. Mais des fois, j'étais dans des coups foireux, on va dire. Tu vois, mais ça m'a toujours appris. Ce qui tue pas rend plus fort. Ce qui m'étonne aujourd'hui par rapport à certains profils que je vois, et je crois comprendre d'où ça vient, voilà, pour moi, le système actuel, à travers l'école c'est très bien pour le côté social, mais il y a un truc qui va pas, c'est qu'ils nous apprennent ne serait-ce que comment lire une fiche d'impôt, quoi, comment remplir sa feuille d'impôt. Qu'est-ce que c'est l'effet cumulé? Qu'est-ce que c'est être créatif, la liberté, tous ces symboles autour de ces mots-là, on les décortique pas, on n'apprend pas. On nous donne un buffet à volonté, on nous dit tu vas tout bouffer. Alors que moi je m'en fiche de la flûte, jouer de la flûte, je m'en fiche, tu vois. Moi ce qui m'intéressait c'était colorier ou faire des choses. Ouais. Pour moi il y a un problème avec l'école en général. Ouais. Et donc tout ça a engrangé des petits moutons entre guillemets. On nous a mis 2 par 2, pas le droit de prendre la parole, voilà, on doit obéir. En gros, on nous prépare à obéir à un patron. Donc ça a engendré des personnes peureuses qui ont peur d'entreprendre parce qu'elles ont toujours été couvées entre guillemets. On nous a pas appris à sauter dans le vide. Ah oui, non, prendre des risques, voilà. C'est juste rentrer dans des cases. C'est ça. Et donc, le plus grand frein des gens, il est mental, c'est la peur, la recherche. En fait, ceux qui me disent « je recherche la sécurité », moi j'entends je troque ma liberté ». Ceux qui vont vers la sécurité, le revers de la médaille, c'est qu'ils troquent leur liberté. Parce que tu as pris la sécurité, t'es plus du tout libre. Parce que tu as pris la sécurité, tu échanges ton temps pour de l'argent.
Après, Et moi, c'est hors de question. Tu vois. C'est compliqué pour certaines personnes de prendre des risques. C'est ça, mais c'est compliqué. Après, c'est un choix, quoi. C'est au bout d'un moment, quand t'es malheureux au travail, quand tu te lèves le matin et que t'insultes tout le monde, quand tu croises quelqu'un en voiture et que tu l'insultes alors qu'au final, on s'en fout, c'est rien. Si t'es comme un animal, au moindre truc, tu aboies, c'est qu'il y a un truc qui va pas dans ta vie. T'as une vie de merde, donc au bout d'un moment, arrête de regarder l'extérieur, regarde l'intérieur. Dis-toi pourquoi je suis comme ça, j'en ai marre et stop. Ouais, quoi. je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, c'est... Après, je dis ça, mais il y a la conjoncture. On est le pays le plus taxé au monde. Entreprendre aujourd'hui, on n'est pas le seul associé, il y a aussi l'État. Après, il y a des moyens d'optimiser. Voilà, j'essaie de comprendre tout le système. Mais quoi qu'il arrive, tu vas donner, quoi. Le seul moyen de donner le moins possible, c'est d'investir continuellement pour pouvoir... En fait, le mindset de l'État, c'est ceux qui investissent dans l'économie, on va leur donner des carottes fiscales. Ceux qui font ce que nous, on doit faire, on va leur donner des carottes fiscales. Le devoir de l'État, c'est de besoins régaliens, se loger, etc. Donc, ceux qui font ça, ils ont des carottes fiscales. Mais tôt ou tard, si tu vends ton patrimoine, ton business, ils vont se rattraper. Donc voilà, on est un pays qui est ce qu'il est. Moi, je préfère être là que le pays où était mon père. Quoi qu'il arrive, j'ai de la gratitude pour ce que j'ai et ce que j'ai au quotidien. Mais voilà, il y a du bien, du moins bien. Mais quoi qu'il arrive, il y a toujours des solutions. C'est est-ce que tu vois le verre à moitié vide ou est-ce que tu le vois à moitié plein? C'est toujours pareil. J'aime bien cette expression. C'est vrai. Donc, il y en a, leur réaction à la maladie, ça aurait été de dire c'est la faute d'un tel, c'est la faute. Moi, ma réaction, c'était comment j'en suis arrivé là. Je crois pas au hasard, moi personnellement. S'il m'est arrivé ça, c'est qu'il y a une raison. Et donc, pour moi, c'est que ma fille tombe malade, ma femme fait un baby blues, j'aurais eu plusieurs sources de revenus et liberté financière. Comme le rendez-vous d'hier où j'ai décalé, ma fille a dit moi j'ai envie d'aller au bord de l'eau. J'y allais bingo, j'ai décalé mes rendez-vous. On va passer un moment qui va être magique et c'est ce qui va rester dans les mémoires. Si j'avais ce mindset et cette capacité financière là à l'époque, j'aurais dit merde au salariat. J'aurais dit moi je reste à la maison, je m'occupe de vous, etc. Quoi qu'il arrive, l'argent va rentrer, je m'en fous quoi, tu vois. Tu regrettes pas de t'être pas lancé, on va dire, plus tôt dans l'entrepreneuriat pour être libre? Non, tout est juste, tout est ok. Je me suis lancé dans le business avec le site internet qui fonctionnait, mais c'était pas le bon moment. Et voilà, tous les échecs que j'ai eus, ils m'ont appris quelque chose. Tout est juste, tout est ok. On est là où on doit être. Et je pense que je suis là où je devais être, quoi. Tu vois. Parfait. Et je serai là où je dois être dans 5 ans, dans 10 ans. Si je suis toujours vivant. Oui. Donc voilà. C'est vrai que dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de personnes, je pense, toi, tu as dû également entendre les pensées limitantes, toutes les peurs, etc. Toi, est-ce qu'il y a des gens dans ton parcours qui sont venus en te disant ne te lance pas, tu prends trop de risques, tu devrais réfléchir? Oui. Souvent, ceux qui disent ça, c'est des gens qui t'aiment. Ils le disent parce que c'est un domaine qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils l'ont pas fait ou voilà, ils ont entre guillemets subi toute leur vie. C'est l'inconnu pour eux, donc c'est pour te protéger. Quand je dis les gens qui t'aiment, c'est parents, frères, sœurs, etc. Et après amis, deuxième cercle. Ceux qui te disent ça, ça peut potentiellement être ça, c'est que ils veulent pas que tu ailles plus haut, ils veulent te tirer vers eux parce que en fait ça fait ce qu'on appelle effet miroir. Donc si toi tu montes, que tu réussis, ça va les mettre devant leur miroir et ils vont voir que eux, ils ont pas eu les couilles entre guillemets de faire ce que t'as fait. Et donc là, ça va créer un gap entre ce que tu es devenu et lui, ce qu'il est au jour J, et ça va créer de la jalousie. Et pour moi, c'est une énergie très nocive. Depuis que j'entreprends, etc., il y a beaucoup de gens que je côtoyais avant, que je ne côtoie plus par rapport à ça.
Ouais, j'allais justement te parler de ça, de tes connaissances, comment ça s'est passé quand tu t'es lancé. Ouais. Parce que tout le monde, quand t'es salarié, t'as plein d'amis. C'est ça. Et quand tu te lances, en fait, un an... Avec le recul, tu passes par plusieurs étapes. Au tout début, quand je me suis lancé, ça a été les moqueries, les railleries. Tu sais, moi j'étais dans le foot ou au quartier, etc. Ouais, t'as pété les plombs. Tes vidéos, ouais, ils se moquent, tu vois. Et là, tu vois, tu le prends mal. Tu te dis, putain, mais c'est les gens qui doivent te soutenir qui se foutent de ta gueule, tu vois. Souvent, ouais. Et donc là, tu te dis, ah ouais, putain, t'essayes de réaliser tes rêves, et les gens qui doivent soi-disant te supporter, ils te tirent vers le bas. Bon, bah, ok, moi je vais continuer, et vous allez voir. Et aujourd'hui, c'est ces mêmes personnes-là qui m'appellent en me disant, ouais, j'ai un projet, est-ce que tu peux m'aider? Tu vois? Donc, en fait, tu passes de l'étape de ridicule à autorité, tu vois. Ce que, avec le recul, hein, quand je regarde en arrière, une année dans l'entrepreneuriat par rapport à une année dans le salariat, en fait, c'est comme si t'avais eu 10 années, tu vois. C'est fois 10 en gros, quoi. T'as tellement fait de choses. Et en une année, en une journée même dans l'entrepreneuriat, tu peux avoir des opportunités, des défaites, tac, ça passe, euphorie, panique. Après, moi, j'ai ce besoin d'adrénaline. En fait, j'ai compris que je vais chercher l'adrénaline, mais j'ai toujours été un peu à part. Même gamin, je faisais des choses un peu différentes. Ouais, tu t'es jamais senti à ta place avec les personnes de ton âge? Pas forcément lié à l'âge, plus à la manière de penser, et quand j'ai un truc en tête, je vais jusqu'au bout. Un exemple, j'étais même pas adulte, moi j'étais passionné de faucons, je te l'ai dit, je le suis toujours. Je partais à la bibliothèque, j'apprenais tout, j'avais acheté des jumelles. Quel gosse de mon âge achète des jumelles? Je partais dans les champs, je repérais, je connais tout sur les rapaces. Ah ouais? Je suis allé récupérer un rapace, je l'ai apprivoisé, et je traînais au quartier avec mon rapace et mon vélo comme ça. Et donc déjà j'étais un peu différent, et voilà. Donc ça, et aussi mes parents quand ils me disaient fais pas ci, fais pas ça, et moi j'essaie de comprendre pourquoi ils me disent ça, et donc je faisais l'inverse, tu vois. Admettons, t'as pas le droit d'aller plus loin que ici. Le premier truc que je faisais, j'allais là-bas, tu vois. Bref, on va pas parler des dingueries que j'ai fait, mais en gros, je suis un explorer, et c'est le propre de l'humain. On est des nomades, des explorers. On a besoin de nouveautés, de challenges. Et moi, j'ai toujours été dans cette quête de. En fait, c'est le propre d'un être vivant, un humain particulièrement, c'est de se sentir vivant. Et moi, je me sens vivant à travers ça, à travers des nouveaux lieux, des nouvelles expériences, des nouveaux challenges, voir que cling, l'argent elle rentre, et que ce que j'ai visionné, projeté fonctionne. Voilà, j'ai créé un café laverie, toutes les laveries que j'allais, c'était morose, etc. Moi, je voulais un lieu, voilà, vivant, dynamique, etc. Je l'ai créé. Et il y a des gens, ils viennent exprès pour ça, donc c'est une satisfaction. En fait, on nous apprend le petit enfant qu'on a en nous, de le brider, en fait. Plus on grandit, plus on met de côté nos émotions, on dit mais non, mais arrête, c'est un truc de gamin. Moi aujourd'hui, on est tous des grands enfants, même le papy de 80 ans, c'est rien 80 ans à l'échelle de l'humanité, de la terre, de ce que tu veux. Donc le plus important, c'est de garder cette âme d'enfant, analyser, regarder nos pensées, nos émotions, nos croyances. Est-ce que c'est vraiment nous qui pensons ça? Est-ce que je suis vraiment incapable? Si jamais tu as un handicap psychologique, physique, oui, tu as peut-être une incapacité. Je sais pas, c'est dans mon bouquin, je crois que je l'ai mis. C'était un gars qui avait fait un accident d'avion, il avait survécu. Il était tétraplégique. Derrière, il s'est concentré sur ce qu'il pouvait toujours faire. Ensuite, il a eu un accident de voiture. Il pouvait plus utiliser ses membres. Il a fini politique aux États-Unis, très connu et reconnu. En gros, c'est toujours le même délire, verre à moitié vide ou à moitié plein. Oui. Est-ce que tu vas te concentrer sur tes bras qui ne fonctionnent plus, ou est-ce que tu vas te concentrer sur ta tête qui fonctionne toujours? Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours pareil, en fait. C'est la vision, c'est ce que tu te dis à toi-même, quoi. Ouais. Tu penses qu'il faut cette mentalité-là pour entreprendre? Il n'y a pas le choix. Enfin, quelle est la qualité pour toi
la plus importante pour entreprendre? Le mental, ce mental-là, ce mental de ça va aller, tu vois, tranquille. C'est peu importe ce qui arrive, je vais trouver des solutions. Et juste le fait de dire ça, et vraiment, hein, moi je l'ai expérimenté. J'ai des biens en gestion, je les prends en gestion, je sais même pas qui va les gérer. Je me dis, t'inquiète, Délil, tu vas trouver. Tu balances un message sur Facebook. Je m'en rappelle cette anecdote-là. Je suis au resto et juste le fait de m'être dit, ouais, je vais trouver quelqu'un. Oui. J'entends quelqu'un qui dépose un CV, je vais la voir, je dis, moi je cherche quelqu'un. Hop, hop, tac, tac, tac. Ça s'est fait comme ça. Tu trouves des solutions si jamais tu te dis chanceux ou si jamais tu te dis capable, tu vois. Si tu te dis, il y a une étude qui le dit, j'en parle dans mon bouquin. Si tu te dis malchanceux, tu seras malchanceux. C'est réel. Si tu te dis chanceux, j'en parle aussi dans mon bouquin, le SAR, système d'activation réticulaire, c'est le portail entre le conscient et l'inconscient. Donc, les messages que tu vas envoyer le matin en te levant va faire ta réalité. Ouais. Si tu dis, putain, journée de merde, je suis fatigué, tu vas te concentrer sur le gars qui te fait une queue de poisson, alors que si tu le vois même pas, tu vas te concentrer sur l'autre opportunité qui va se présenter. Tout est question d'énergie, même les fréquences. Exactement. Bêta, alpha et tout. Ouais. Donc, les deux. Ouais, non, mais oui. L'énergie est matière, matière est énergie. Comme l'argent. C'est une énergie qui circule. Si on se dit tout le temps, j'ai pas d'argent, j'ai ça à payer, il y a rien qui viendra. Mais... C'est ça. Toute sa vie, on va être dans le besoin. C'est ça. Alors que si tu te dis que l'argent, elle est créée à partir de rien, la planche à billets repose sur la confiance qu'ont les êtres humains sur ça, et qu'elle n'est pas limitée, et qu'il y a une abondance. La nature est abondante. L'univers est abondant. On est fait pour vivre dans l'abondance, que ce soit nous ou les gens qu'on aime, et on va attirer cette abondance, que ce soit niveau matériel ou immatériel, l'amour, ce que tu veux, tu vois. Si tu dis t'es malheureux en amour, tu seras malheureux en amour, mon frérot. C'est réel. Tu vois, tout simplement. Ok, donc pour toi, on peut tous réussir. On peut tous réussir si on le croit. Oui. Et après il y a différents points de départ, tu vois. Il y a celui comme le jeu Cash Flow de Robert Kiyosaki, le jeu il débute en tirant une carte et cette carte là, elle te dit si tu es concierge et tu gagnes 1600 par mois, si tu es médecin, si tu es t'as un certain début. Ça veut tout dire et rien dire parce que j'ai vu des médecins qui avaient zéro éducation financière, des crédits revolving, etc., et qui galéraient financièrement. J'ai vu des concierges qui étaient très bons gestionnaires, qui entreprennent, qui investissent et qui, au final, à la retraite ou dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, le patrimoine ou les finances sont supérieurs à l'autre personne qui a claqué n'importe comment, quoi. C'est pas pour rien que 50% des joueurs de NBA finissent ruinés au bout de quelques années. Ils ont gagné des millions, ils finissent ruinés. Pourquoi? Ils n'ont pas d'éducation financière. C'est ça. Le plus dur, c'est de conserver ce pactole. Oui, et puis quand t'as jamais eu d'argent, je pense que les premiers sous... Il y a un âge pour toi pour commencer à investir en immobilier? Le plus tôt, c'était il y a 10 ans. Et le deuxième, la phrase c'est quoi? C'est le meilleur jour, c'était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur jour, c'est maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des opportunités et ces opportunités, elles sont basées sur un principe simple, c'est acheter le moins cher possible. Pour acheter le moins cher possible, il faut prendre des biens que personne veut ou malheureusement le malheur des uns fait le bonheur des investisseurs. Moi, le local commercial du Café Laverie, c'est une succession. L'annonce, il y avait même pas de photo. J'ai eu une notification. J'y vais le premier. Faut toujours demander pourquoi vous vendez. Et là, ils me disent que c'est un héritage. Il y a 7 héritiers. Est-ce que vous êtes pressé? Ouais, on est pressé. Donc après voilà, il y a cette phase de négociation. Donc moi, j'ai proposé 10 000 € en moins rapidement. Ensuite, on a ajusté et je dis banco, c'est mon prix. Donc c'est tout un travail, mais c'était un héritage. L'immeuble que j'ai acheté, ils avaient acheté il y a 30 ans, ils se rendaient pas compte du marché, j'ai pris un bon prix. Il y a saisie immobilière, il y a divorce, il y a différentes choses qui font que dans l'immobilier, tu fais des opportunités. Oui. Donc c'est pareil pour la finance, les opportunités, c'est quand ça baisse, c'est pas quand ça monte, quoi. Tu vois.
Donc il faut comprendre tout ça. Ouais. Déjà, je pense qu'il faut avoir une éducation financière avant de se lancer. Éducation financière, mindset, patience, agir, ne pas avoir peur de négocier, pas avoir peur de pas connaître le jargon, pas avoir peur des artisans, pas avoir peur du banquier, pas avoir peur du notaire, pas avoir peur de l'avocat. Voilà. Si tu y vas, t'es en mode comme ça, tu vois. Bonjour, monsieur le banquier. Bonjour. Ouais. Et je voudrais acheter. Le banquier, avant de miser sur ton projet, il mise sur toi, sur ton espérance de vie, sur ton âge, sur ta façon d'être, sur tout, en fait. Si tu y vas comme ça, voilà, moi j'y vais, voilà, salut, ça va, ouais, bon, si c'est pas avec toi, ce sera avec un autre, tu vois. Même si, au final, je fais 10 banques et que j'obtiens pas le crédit, je donne 2 refus de prêt, ça annule la vente. Ça m'a coûté quoi? Ça m'a coûté le fait d'essayer, le fait d'agir. Donc en fait, est-ce que tu préfères utiliser ton temps pour des futilités ou est-ce que tu préfères utiliser ton temps déjà pour apprendre, ensuite agir? Agir dans l'immobilier, c'est aller faire des visites, en moyenne 10 visites pour une pépite. Donc une pépite, c'est une négociation réussie. Et après, voilà, si tu n'as pas le financement, bah, au moins j'aurais essayé et je sais ce que j'ai à faire. Donc si je fais ça, au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, là, cette fois-ci, je vais réussir. Parce que là, j'avais pas assez d'épargne ou parce que là, j'ai fait des achats futiles type PMU, etc. Là, voilà, le bien était trop cher. Là, il veut bien me prêter que 100 000 euros, mais 200 000, j'ai vu trop grand. Bref, donc tu sauras quoi faire et la fois d'après, tu le feras correctement. D'accord. Voilà. Le seul risque, c'est de pas essayer, en fait. Comme tout, hein, finalement. Comme tout, ouais. Mais il y a encore moins de risques dans l'immobilier. Et c'est moins technique que le reste. Faut quand même avoir un petit peu de cash flow, comme l'e-commerce, comme certains business. Cash flow, c'est-à-dire entre les loyers et les charges, qui est un positif. Moi, c'est ce que j'appelle cash flow. Ou tu parles d'épargne. Ouais, pour moi, du cash flow, c'est de l'épargne. Non. Le cash flow, pour moi, c'est la balance entre ton investissement, ce qui te coûte et ce qui te rapporte. L'épargne, c'est dans l'immobilier, on parle d'apport, on parle de... Oui. Je t'ai dit, j'ai eu un prêt à 110%. J'ai pas mis 1 euro. Le plus important, c'était de trouver la pépite. Les gens, ils se concentrent sur ça, ils viennent me... Ouais, est-ce que tu peux me dire combien je peux emprunter? T'as trouvé un truc? Non, t'as quel âge? T'as déjà investi? Tu travailles? Oui. Eh ben, trouve un bien en dessous de 100 000 euros, une pépite, apprends à faire une étude de marché, comprends les travaux, etc., le jargon, etc., et après viens me voir. Fais un max de visites. Tu vas comprendre ce que c'est les frais de copro, tu vas comprendre ce que c'est une PNO, propriétaire non occupant, une assurance, tu vas comprendre ce que c'est une taxe foncière, tu vas comprendre ce qui te dit l'agent immobilier, et après, petit à petit, tu vas comprendre où tu peux aller, tu vas comprendre le secteur, tu vas comprendre le prix de l'immobilier, et là, tu vas trouver la pépite. Tu vois. Arrête de te concentrer sur ton enveloppe, combien tu peux emprunter. Souvent, ceux qui se concentrent là-dessus, ils se précipitent et ils achètent un bien sans travaux et ils vont avoir des impôts, ils ne sont pas renseignés sur les impôts, ils vont dire que c'est de la merde l'immobilier. Ils ne vont pas trouver la pépite en dessous du prix du marché et le jour où ils vendent, ils ne vont pas faire plus-value. Bref, ils vont... Et comment tu as eu cette idée de coacher du coup des gens? Ça, je dirais que ça fait partie de ma nature. Servir, c'est ce qui me procure de la joie. Transmettre tes connaissances. C'est ça. En fait, tout ce que j'apprends, pour moi, tout le monde devrait le savoir. Tu vois. Et le savoir, c'est pas comme un objet. Si je prends par exemple cette tasse, je te la donne, moi je l'ai plus. Alors que le savoir, si je prends mon savoir, je te le donne, il se multiplie. Oui, tu vois. Et donc l'idée, c'est d'apporter sa pierre à l'édifice et de pouvoir éviter que d'autres personnes fassent des erreurs. Parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des informations facilement. À l'époque, il y a 50, 100 ans, les riches, ils avaient déjà ce savoir-là. Et ils faisaient de la rétention. Ils ne transmettaient pas l'info. Tout ce qui est revenu passif, revenu du capital, revenu du travail, tout ça, la plupart des gens ne le comprennent même pas. Et aujourd'hui, tu peux le comprendre assez facilement juste avec une vidéo YouTube, quoi. Avec la vidéo qu'on est en train de faire, ils peuvent potentiellement comprendre. Vrai. Tu vois. Il y a 2 types de revenus. Tu prends le PIB de la France. Il y a 30% qui est
issus ce qu'on appelle des revenus du capital. Donc tu investis et ça te rapporte des intérêts. Et donc ces intérêts-là passent dans le PIB. Et tu as le revenu du travail. Le revenu du travail, c'est celui qui, entre guillemets, porte le piano. Le revenu du capital, c'est celui qui joue du piano, tu vois. Donc il va aller bosser, tac, le métro, boulot, dodo, etc. Donc moi, je préfère me concentrer sur les revenus du capital plutôt que sur le revenu du travail. Pour se concentrer sur le revenu du capital, il faut réfléchir en mode actif. Je me crée des actifs. Je travaille une fois sur un domaine. Je peux le déléguer, l'automatiser. Et ensuite, plus le temps passe, plus il prend de la valeur, plus il m'apporte de l'argent. En fait, tu travailles une fois sur un truc et il te rapporte de l'argent toute ta vie, quoi. L'immobilier, c'est ça. Ouais, tu vois vraiment à long terme, en fait. C'est ça, long terme et même court terme. En moyenne, on garde un bien 8 ans. C'est au bout de 8 ans, le crédit sera amorti. J'aurais acheté pas cher, donc si je vends, ça va me faire un capital. Je préfère payer un crédit qu'un loyer, parce que le loyer, ils peuvent l'augmenter tous les ans, le crédit, il peut se maintenir. J'ai des gens que j'ai accompagnés, leur ancien loyer, c'était pour un 40 mètres carrés. Le crédit qu'ils ont aujourd'hui, il est inférieur et ils ont 110 mètres carrés, une maison. Pareil, c'était héritage, etc. Mais... Pour les travaux, si c'est de la résidence principale, tu as des aides. Tu peux avoir pompe à chaleur, tout ce qui est rénovation de l'habitat pour 0 €. Donc ton bien, si tu le gardes... Je savais pas du tout. Ah si, tu as ma prime rénov, C2E, voilà, l'État, il te donne des aides si tu fais des économies énergétiques pour des résidences principales et aussi pour certains biens locatifs. Donc, en gros, être locataire, moi, franchement, je le préconise. Si tu veux investir enchaîner les investissements rapidement, locatifs, parce qu'en fait, dans ton taux d'endettement, ils prennent pas en compte ton loyer. Alors que si tu es dans une résidence principale, ils le prennent en compte. Donc, ça peut permettre d'enchaîner les investissements et d'avoir un lieu d'être, être locataire. Mais si jamais t'as pas l'ambition d'investir dans du locatif, achète le plus vite possible, quoi. Parce que plus le temps passe, plus ton crédit s'amortit, plus voilà, le jour où tu vas vendre, tu vas te faire un billet, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Donc si t'as pas investi, le meilleur moment c'est aujourd'hui. On va te dire les taux sont élevés, etc. Mais on va acheter moins cher. Plus les taux d'intérêt quand tu empruntes sont élevés, plus l'immobilier, c'est une corrélation qui va ensemble en fait. Tu vois. Et moi, ceux que j'accompagne, ils achètent nettement en dessous du marché. Je vais prendre le coaching. Si tu veux, je te ferai un prix. Merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, vous pouvez retrouver Delil sur les réseaux. Ouais, sur tous les réseaux, YouTube, Delil Tor-Ursule, sur Insta. Il y a aussi les réseaux sociaux de mes business, Café Laverie, Full Nevers Conciergerie, la Laverie du Pont. Bref, tapez mon nom et vous allez me retrouver. N'hésitez pas à donner de la force. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Dans tous les cas, tout sera en description de cette vidéo. Je vous dis à très vite. Bye. Ciao.